Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler du 11 septembre, mais pas du 11 septembre 2001 comme une chose en soi, mais comme un sujet qui revêt une actualité immédiate et une actualité qui définit pratiquement ce qui se passe aujourd'hui. Et en particulier le lien entre le 11 septembre, qui a vu le lancement d'une politique de guerre, notamment en Afghanistan, mais pas seulement, de guerre permanente américaine, et aujourd'hui la débâcle en Afghanistan, qui peut être une occasion de la fin de cette politique de guerre permanente. Alors, je vous parlerai ce soir pour vous donner des repères qui sont des repères que l'on ne peut contester. Alors, pourquoi ce sujet? D'abord, cela fait 20 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est 20 ans. C'est les 20 ans qui se sont écoulés entre l'opération anglo-américaine et de l'OTAN en Afghanistan et aujourd'hui. Ensuite, c'est évidemment toute la suspicion étendue, pour parler poliment, sur la dissimulation de faits dans le cadre d'une politique de raison d'État. Alors, c'est dans ce contexte que les attaques dont je vous parlerai tout à l'heure ont été menées en France contre Lyndon LaRouche, décédé il y a 2 ans et demi, et moi-même, nous accusons de conspirationnisme. Alors ce soir, je vous donne les repères. Tout d'abord, dans l'époque d'aujourd'hui, le 5 août dernier, le sénateur démocrate, c'est un démocrate, Bob Menendez de New York, a introduit un projet de loi intitulé Loi sur la transparence. Et il demandait au directeur du renseignement national américain, NSA, au procureur général et au directeur de la CIA d'examiner les documents liés aux enquêtes fédérales sur le 11 septembre et les classifier si nécessaire. Alors, il s'est agi pas seulement de ce sénateur, mais d'un document qui était bipartisan. La déclassification de ces documents, disait le sénateur Mendes avec l'appui d'une majorité, pourrait aider à identifier tout autre conspirateur des attentats du 11 septembre et donner à ces familles un dossier plus solide à présenter au tribunal. Ces familles. Oui, ces familles, parce que ce sont les familles unies pour la justice contre le terrorisme, qui sont les familles des victimes des terrorismes, qui se sont battues pour en savoir plus et étant tout à fait conscientes qu'on leur masquait quelque chose. Alors, évidemment, elles ont publié une lettre au président Biden, lui rappelant qu'au cours de sa campagne, il avait fait la promesse de lever le voile pesant sur ces zones d'ombre concernant le 11 septembre. Il faut dire qu'Obama avait promis aussi de déclassifier, comme on dit, ces documents et qu'il ne l'a pas fait. Là, on rappelle à Biden, il faut qu'il le fasse, il l'a promis. Et c'est sous la pression de ces familles et la pression de certains sénateurs et députés que Biden a fini par signer le 3 septembre un décret, Executive Order, on l'appelle aux États-Unis, ordonnant au ministère de la Justice et à toutes les agences concernées de superviser un examen de déclassification des documents liés aux enquêtes du 11 septembre. Donc c'est l'aveu que bien des choses avaient été cachées, l'aveu public par le président des États-Unis. Dans une lettre adressée à l'inspecteur général de la justice, qui est Michael Horowitz, aujourd'hui, les familles écrivent « Les circonstances font qu'il est probable qu'un ou plusieurs responsables du FBI aient commis des fautes avec l'intention de détruire ou de cacher des preuves pour éviter leur divulgation. » Alors, voilà comment les choses, aujourd'hui, sont traitées aux États-Unis.
En France, et il faut avoir un œil français sur ces choses, puisque il est très important de comprendre ce lien entre et la France et les États-Unis et la manière dont on procède par rapport à cette affaire du 11 septembre, à ce crime du 11 septembre. Au sein de différents médias en France, par exemple sur France Info, Lyndon LaRouche, donc mon ami américain, décédé, je le rappelle encore une fois, il y a 2 ans et demi, est traité de complotiste pour avoir déclaré que l'attentat du 11 septembre était commandité depuis l'intérieur par le gouvernement américain lui-même pour justifier les guerres menées par les États-Unis au Moyen-Orient. Cette accusation s'insère dans toute une logique, programme sur France Culture du 10 septembre 2019, réactualisé aujourd'hui, toutes ces affaires, toutes ces accusations sont élaborées par les travaux de quelqu'un qui s'appelle Rudi Reichstag et Tristan Mendès France. Donc tous leurs travaux visent à nous accuser de conspirationnisme. Alors ces programmes aussi recoupent une accusation contre moi-même, publiée le 3-9 juin 2021, c'est-à-dire il y a peu de temps dans l'Express, disant que je serais le véritable fondateur du complotisme politique à la française. Complotisme politique à la française, rien de moins que ça. Alors, évidemment, c'est dans un article où Philippe de Villiers se trouve mis en cause pour lui aussi avoir, disons, des doutes sur plusieurs choses à sa façon. Alors, je dis simplement qu'un bon journaliste doit multiplier ses sources et qu'un mauvais fait circuler des rumeurs s'appuyant sur les opinions établies, sans étudier le fond du dossier et se fixant sur quelque chose qui convient à ceux qui ont activé leurs travaux. Alors, Lyndon LaRouche a été interviewé, il faut rétablir d'abord les choses, par téléphone, au moment même où se produisaient les attentats du 11 septembre, donc le 11 septembre 2001, sur un programme radiodiffusé par Jack Stockwell, qui est un journaliste de Salt Lake City aux États-Unis. Alors aujourd'hui, ça peut être écouté sur YouTube, hein. On le trouve. Le son n'est pas très bon, mais on peut bien l'écouter. LaRouche juge alors à chaud qu'il s'agit d'un attentat qui met en cause l'intégrité même des États-Unis, et que ce sont des faits spectaculaires de ce type qui peuvent entraîner un changement dans les politiques de fond. Il souligne que Oussama Ben Laden et ses complices, accusés tout de suite, quasi immédiatement, n'ont pas pu, du fond de quelques endroits isolés en Afghanistan, avoir organisé tous ces complots. Alors il dit que 4 avions ayant volé en même temps, sans avoir pu être repérés, montrent que le système américain de défense est pour le moins défaillant, ou qu'à l'intérieur du gouvernement américain, mais pas le gouvernement des États-Unis, qu'à l'intérieur il se trouve peut-être des forces qui veulent entraîner une opération pour justifier des représailles. Ces représailles allant au-delà du Moyen-Orient. LaRouche n'a jamais dit que c'était organisé par le gouvernement américain lui-même. Il a dit qu'il y avait des éléments. Alors, évidemment, on dirait aujourd'hui, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, et vous pouvez mieux le comprendre si vous voyez à la fois les opérations organisées par les services de renseignement américains, la CIA, le FBI, le NSA, tous contre la politique, ouvertement, contre la politique du président de la République des États-Unis, Donald Trump, et maintenant Joe Biden. Alors, ça ne veut pas dire que Donald Trump et Joe Biden emportent mon estime, mais ça veut dire que des services de renseignement d'un pays organisent contre leur président des opérations. Donc il y a bien des opérations à l'intérieur même du système américain, ce n'est pas le gouvernement américain. Et c'est quelque part aussi pour déstabiliser le gouvernement américain officiel. Donc il faut être précis quand on parle de ces choses,
Et il faut bien voir que c'est ces attentats qui ont justifié l'intervention américaine et de l'OTAN en Afghanistan. Donc, c'est, je pense, la conséquence, ces représailles ou ces interventions sont la conséquence même de ce qu'ont pu permettre ces attentats. Sans les attentats, ça aurait été très difficile de lancer ces opérations. Alors, pour Larouche, je souligne encore, il s'agit soit d'une incompétence extrême, je dirais crasse, des services de renseignement américains, ou de la complicité de certains pour déstabiliser leur propre pays et orienter la politique dans un sens qui leur convient. Alors, ceci n'est pas toute la rumeur qui a été propagée, ne correspond en rien à toute la rumeur qui a été propagée. Les enquêtes effectuées par les amis de Larouche, et parfois aussi par d'autres sources, et par les familles des victimes, ont montré qu'il y avait eu une protection offerte aux services officiels saoudiens et aux certains auteurs ou organisateurs des attentats, qui ont bénéficié de moyens financiers et de couverture aux États-Unis. Alors, évidemment, dans ces conditions, il faut être précis. Alors, soyons donc précis. Il y a, si l'on regarde les faits, différents ouvrages ont été publiés sur ça, un étonnant manque de conscience professionnelle ratée de la CIA aux États-Unis. Un manque de coordination entre la Federal Aviation Administration, l'administration aérienne, et la Northeast Defense Sector, la zone de défense nord-est des États-Unis, la zone de contrôle de la zone nord-est des États-Unis, du ciel dans le nord-est des États-Unis. Il y a une guerre entre la police et les pompiers de New York qui ne partagent même pas la même fréquence radio. Et il y a surtout, l'été 2001, une instruction de la FAA, la Federal Aviation Administration, adressée aux responsables de la sécurité dans tous les aéroports américains, qui évoque explicitement les détournements suicides d'avions, et on n'en tient pas compte. Donc, il y a une série d'éléments qui montrent au moins cette incompétence qu'avait souligné Lyndon LaRouche au cours de son interview, et que d'autres, maintenant, plusieurs années après, soulignent à leur tour. Alors, allons un pas plus loin. Il y a plus. Il y a bien plus. 15 des 19 terroristes du 11 septembre étaient de nationalité saoudienne, ce qui a éveillé évidemment toute une série d'inquiétudes, d'enquêtes, de vérifications. Et il y a eu un rapport de la Commission nationale américaine sur les attentats, publié en juillet 2004, qui n'établit aucune preuve que des éléments saoudiens soient impliqués en tant qu'institution ou en tant que responsables. Bien, alors les Saoudiens disent voilà la preuve, on n'y est pour rien. Mais auparavant, 2 années auparavant, il y avait un autre rapport animé par le président du secteur de sécurité, du comité de sécurité du Sénat, Bob Graham, le renseignement de la Chambre des représentants et du Sénat. C'est un rapport de 28 pages, les fameuses 28 pages, qui a été publié donc en 2002. Et ce rapport, établit des responsabilités dès cette époque-là, des responsabilités saoudiennes. Et il y a maintenant le rapport qui a été fourni par le FBI de 16 pages, qui reprend ce qui a été dit dans ce rapport de 28 pages. Ce rapport de 28 pages n'était pas connu parce que George W. Bush l'avait frappé du sceau du secret défense nationale. On n'en parle pas. Obama avait promis, je vous le rappelle, de révéler son contenu. Il ne l'a pas fait. Donc, il ne l'a pas fait à la veille d'un voyage en Arabie Saoudite, Obama lui-même. Et il a demandé à la Cour suprême d'interdire aux familles des victimes de pouvoir prendre connaissance du contenu de ce rapport. Alors, que dit donc le rapport des 28 pages et surtout aussi confirmé par les 16 pages actuelles?
document déclassifié, donc, la semaine dernière. Il dit que il y a les agents du FBI qui ont détecté 2 suspects de nationalité saoudienne en lien avec Khalid al-Midar et Nawar al-Azmi, qui étaient 2 pilotes de l'avion suicide qui s'est écrasé sur le Pentagone. Alors, le premier personnage s'appelle Omar al-Bayoumi. Omar al-Bayoumi est quelqu'un qui était employé de la compagnie saoudienne d'aviation et qui était un agent officiant pour fortement soupçonné, mais quasi de façon absolument convaincante, fonctionnant pour les services d'Arabie saoudite. C'est un employé fantôme du consulat, là-bas à Los Angeles. Il ne se représente jamais ni au siège de la compagnie, ni au siège de la compagnie qui l'emploie, ni au consulat. Mais au consulat, il y va de façon, je dirais, officieuse. Et il s'y présente souvent. Donc lui accueille Khalid al-Midar et Nawar al-Azmi, qui seront les 2 pilotes d'avion, et des témoins oculaires l'ont vu dans des restaurants s'entretenir avec eux, et bien qu'Omar al-Bayoumi dit « c'est par hasard que je les ai rencontrés », il voit bien qu'ils se reconnaissent et qu'ils sont engagés dans des discussions et des conversations qui ont un objet. Alors, évidemment, le citoyen saoudien, Omar al-Bayoumi, était traité avec grand respect au sein du consulat d'Arabie saoudite à Los Angeles. Ça, c'est officiellement confirmé. Et il est en lien avec quelqu'un qui s'appelle Osama Basnam, un homme qui est lié à le cerveau des premiers attentats contre le World Trade Center. Vous savez qu'il y a eu des premiers attentats en 1993, avec une explosion dont la partie inférieure, les souterrains du World Trade Center, c'était l'attentat du fameux cheikh aveugle Omar Abdelrahman. Alors évidemment, au cours des mois qui ont précédé les attentats du 11 septembre, ce Basnam et sa femme ont reçu plusieurs virements de la part de l'ambassadeur saoudien en poste à Washington, le prince Bandar bin Sultan. C'est là qu'on commence à trouver l'empreinte de quelque chose de tout à fait officiel. Le prince Bandar bin Sultan, qui est un ami proche de George Bush, et qui, en même temps, pour nous en France, est l'homme qui a facilité certains contrats d'armes avec l'Arabie saoudite. Alors, c'est le premier lien que l'on trouve. On trouve Omar al-Bayoumi et Osama Basnan au centre des opérations qui sont liées à l'organisation de l'attentat. Et on dispose d'éléments probants. On ne dispose pas d'une photo d'eux-mêmes organisant les attentats, mais les événements sont suffisamment probants, même pour avoir convaincu des agents du FBI furieux qu'on n'ait pas suivi leur dénonciation. Il y a ensuite l'imam Fahad al-Tumairi. Fahad al-Tumairi est imam à Los Angeles, lui aussi. Et il est dans la mosquée du roi Fahad, là-bas. Il est expulsé par la suite, évidemment, mais on ne l'implique pas et il assure un soutien logistique visible à ce que seront les 2 terroristes qui ont organisé l'attentat contre le Pentagone. Donc là, nous avons une première série d'éléments. Nous avons une deuxième série d'éléments en Floride. Là, nous étions en Californie, nous sommes en Floride. Ça a été rendu public par différents agents du FBI furieux de n'avoir pas été écoutés, et par le Broward Bulldog, qui est un site de Floride. Alors là, il y a un autre groupe de terroristes du 11 septembre, dont Mohamed Atta, qui est connu, celui dont on a retrouvé le passeport bizarrement au pied des tours. Mohamed Atta, donc, un de ces terroristes, aurait directement été en contact avec l'imam là-bas, à Sarasota, en Floride, Muner Arafat. Donc il y a une sorte de réseau d'imams qui officie pour entretenir ce réseau de gens qui seront plus tard ceux qui commettront les attentats terroristes. Il y a une famille, la famille Al-Hiji, qui, moins de 2 semaines avant les attentats, après avoir reçu à nombreuses reprises les futurs pilotes, disparaît. Mystérieusement, elle se volatilise dans la région. Et il y a
un sénateur, Bob Graham, qui lui insiste que quand même il se passe quelque chose de tout à fait douteux. Alors on a aussi un réseau de princes saoudiens qui financent Al-Qaïda, en général, évidemment en Arabie saoudite, mais le prince Bandar et surtout sa femme Haïfa, qui est la sœur du prince Turki Ben Faisal, alors à la tête de la direction du renseignement général d'Arabie saoudite, qui ont eux aussi, disons, établi ces liens qui sont, certes, on peut dire, c'est de la bienveillance, c'est de l'argent pour aider des compatriotes, mais qui s'assure quand même que ces compatriotes seront les futurs pilotes. Donc, on a ce réseau avec donc l'imam Mounir Arafat de Sarasota, on a tout l'imam Fahad al-Toumairi de San Diego, et Anwar al-Awlaki de Falls Church, une série d'imams qui sont pris dans cette sorte d'alimentation de ces réseaux. Alors, évidemment, on peut dire encore que le FBI avait alerté, des agents du FBI avaient alerté et qui n'ont pas été suivis, ce qui est quand même assez curieux par rapport à des gens qui sont supposés protéger leur pays. Alors, il y a encore davantage, il y a un officiel de l'ambassade saoudienne, un diplomate donc, qui a un passeport diplomatique, donc protégé, qui est à Washington, qui s'appelle Moutahib al-Soudairi. Et il est envoyé au Missouri pour prendre des contacts, et on voit qu'il a des contacts en 2016 déjà, avec Ziad Khalil, qui est dans la branche de tous les réseaux de Ben Laden. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. On a ces affaires à Los Angeles, à San Diego, à Sarasota, dans le Missouri. Ça fait vraiment beaucoup comme pour constituer, disons, un réseau qui est là, opère, avec en même temps, du côté des services officiels américains, les yeux tout à fait fermés, soit fermés par incompétence, soit fermés parce qu'ils pensent que quelque chose peut se produire et que c'est une nature à favoriser leur dessein. Alors, évidemment, j'insiste encore une fois sur ces services américains qui ont pris une initiative et un pouvoir qui leur est propre. C'est ce que, à sa façon, le président Eisenhower après appelé en 1961 le complexe militaro-industriel. Ce sont des termes que je préciserai, je dirais, avec certains de mes amis américains, le complexe militaro-financier de renseignement médiatique et finalement même universitaire, puisque les universitaires vous disent tous non, non, circuler, il n'y a rien à voir. Donc on a un ensemble de choses qui est constitutif, et je n'ai pas parlé aujourd'hui de la façon dont les tours sont tombées, de la façon dont une troisième tour est tombée, tous des éléments qui sont littéralement hollywoodiens dans cette affaire, si elles n'étaient pas aussi épouvantables en ce qui concerne les victimes. Et ce sont les victimes elles-mêmes, les familles des victimes, qui se sont posées ces questions. Elles se sont dit, mais c'est pas possible. Et c'est pas quelque chose que Lyndon LaRouche tout seul, ou moi-même, avons posé. D'autres sont rentrés dans des détails techniques qui ont dérivé peut-être vers une certaine forme de conspirationnisme, au lieu d'en rester aux faits qui se sont déroulés, je dirais, en plein soleil. C'est pas quelque chose qui s'est fait dans l'ombre, une conspiration, c'est en plein soleil. Ça a été vu, ça a été établi, y compris par des services américains, dont certains ont cherché à se faire entendre et n'ont pas été entendus. Donc, pour finir, je dirais que le gouvernement est prêt à accorder, je ne sais pas si ça a été encore accordé aujourd'hui, un délai aux familles des victimes pour expertise, parce que leur expertise devait s'arrêter le 15 septembre. Donc ils pourront aller plus loin pour donner d'autres éléments. Et le FBI n'a pas tout dit, bien entendu. La CIA n'a rien dit. Le département d'État n'a rien dit. C'est seulement les 16 pages du FBI. Donc on attend que l'ensemble des services, l'ensemble des responsables qui vont s'occuper de cette affaire, publient à leur tour ce qu'ils savent, ou même ce qu'ils ne savent pas, pour qu'on le sache. Donc dans cette affaire,
une cour fédérale à New York a reçu des plaintes de la part des actions en justice, de la part des familles des victimes, et la magistrate qui la préside, Sarah Netburn, a déclaré que l'extension des délais était justifiée par la façon dont se présentait cette affaire, avec évidemment ces éléments dissimulés par une raison d'État. Alors, il faut savoir aussi ce qu'ont dit les familles des victimes, finalement, sur le dernier rapport. Le rapport contient une foule de nouvelles révélations qui font l'effet d'une bombe. L'éventail des contacts entre ces responsables du gouvernement saoudien, Al-Qaïda, et les pirates de l'air est stupéfiant. Donc voilà pour les choses qui sont des repères qui permettent de voir où nous en sommes. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui? C'est si important aujourd'hui car on se trouve dans la situation de la débâcle en Afghanistan. Donc ce pourrait être la fin des guerres permanentes lancées par les États-Unis depuis très longtemps, depuis le montage du golfe du Tonkin qui a permis de lancer les opérations au Vietnam, depuis Guantanamo, la première fois, ou depuis la baie des Cochons, ou aujourd'hui, évidemment, depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001, où les représailles ont suivi l'attentat. Alors, cela, aujourd'hui, nous avons une chance de le changer. Et c'est là que vient le lien avec l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan, avec la politique qu'a suivi l'OTAN, qu'ont suivi l'OTAN et le gouvernement américain et le gouvernement britannique, et aussi notre gouvernement qui s'est retiré plus tôt, fin 2012, en Afghanistan, on a créé les conditions où le trafic de drogue a repris, qui avait été arrêté par les talibans entre 1999 et 2001, il a repris, parce que l'OTAN, pour imposer un ordre soi-disant occidental, a négocié avec les chefs de guerre qui étaient dans les réseaux de production d'opium. Et cette production d'opium, elle est allée où? Elle est allée sous forme d'héroïne. Une partie est fumée sur place. Les gens sont devenus beaucoup plus drogués qu'ils étaient auparavant. Et c'est allé en Russie, c'est allé en Europe. Donc, on peut penser que si on veut voir les conséquences de ce qui s'est passé, que celles-ci, soit par incompétence, soit par volonté, ont abouti à une situation qui est difficile pour nous. Je parle aujourd'hui de cette situation par rapport à nos amis anglo-américains, alors qu'ils viennent de saboter notre accord, notre contrat du siècle avec l'Australie pour 12 sous-marins, et que Boris Johnson a proclamé sa joie de voir la France écartée de ce contrat, et la Grande-Bretagne et les États-Unis de l'avoir emporté et d'être enfin tout à fait unis. Alors, tout de même, cela permet de resituer dans un contexte les choses dont je vous parle. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut pouvoir les juger. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous voyez aujourd'hui même quelqu'un comme le chef d'état-major des armées américaines, Mark Milley, le général Mark Milley, qui dit des choses contraires à la politique du président lui-même. Ça reprend. Le président Joe Biden. Donc, j'ai des gens que j'ai pu rencontrer au cours de ces dernières années qui me disent que John Brennan disait, qui a dirigé la CIA, qu'il avait parfaitement le droit de faire ce qu'il entendait par rapport au président si ça représentait la cause de son pays. Donc voilà un ordre hiérarchique plus ou moins chamboulé, ce qui permet de comprendre comment, dans cette confusion, les attentats du 11 septembre ont pu avoir lieu. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant de comprendre cela que d'analyser chaque détail qui est tout à fait inquiétant aussi en lui-même. Chaque détail en eux-mêmes, tous ces détails, qui sont la façon dont le Pentagone a été attaqué, qui sont la façon dont on a atteint les tours. Pour atteindre avec un avion une tour, c'est assez difficile. Il faut un pilote entraîné, il ne faut pas un pilote qui a fait quelques efforts pour faire voler un avion sans savoir ni décoller ni atterrir. Et on peut dire que les pilotes, qui étaient ceux qui ont atteint le Pentagone, étaient connus pour mal connaître les États-Unis, ils ne savaient même pas parler anglais, ils ne savaient même pas lire les signes aux États-Unis. Donc tout ça apparaît d'une étonnante confusion qui prête à analyse. Or, vous voyez en France comme aux États-Unis, et encore plus en France aujourd'hui, toute une série de gens officiels ou de gens
qui exercent des responsabilités, dire, comme ceux qui traquent le conspirationnisme en accusant tout le monde de conspirationniste au besoin, dire que circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, si, il y a à voir si on veut changer l'histoire et si on veut changer les choses aujourd'hui. Et alors que Complorama, l'émission de Rudi Reichstag, directeur de Conspiracy Watch, et de Tristan Mendes France, qui est maître de conférence et membre de l'Observatoire du conspirationnisme, ce qu'ils nous disent, c'est le 11 septembre et le point de bascule du complotisme. Oui, il y a eu quelques éléments, même des éléments complotistes. Mais, il faut bien voir que c'est surtout le point de basculement d'une politique de guerre, et de guerre permanente américaine. Ça, c'est le vrai point de basculement. Et cela, ces gens qui sont en place, en accusant Lyndon LaRouche, en accusant moi-même, volontairement ou inconsciemment pour occuper une place qui leur assure quelque réputation, aveuglent. Ils aveuglent cet élément qui est l'élément fondamental. Alors, je dirais que ce complexe, nous avons militaro-financier, médiatique, parfois universitaire, et de renseignement, surtout des services de renseignement américains qui sont impliqués dans à peu près tout. Ils n'ont pas seulement contrôlé les téléphones portables, les téléphones de Merkel et de Hollande, mais ils contrôlent tout le monde, y compris aux États-Unis. Donc il y a une sorte de pouvoir là-bas, de pouvoir parallèle, qui est très dangereux pour les États-Unis, pour le monde et pour notre pays. On a vu ces effets, en particulier dans le contrat avec l'Australie qui a été qu'ils ont fait déchirer avec notre souverain. Donc on voit que notre souveraineté nationale dans des affaires comme ça est en jeu, qu'il y a un défi et que ce défi, il faut le relever car c'est aussi celui de la France. En clarifiant les choses et en ayant des repères pour juger. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.